Vous êtes bel et bien sur Bénin Business 24 et vous faites bien de nous choisir. Bienvenue à toutes et à tous sur votre émission dominicale Week Eco. C'est l'un des secteurs à fort potentiel de ressources d'emploi. 25% de la population active, 13% du produit intérieur brut et une diversité de métiers. Il s'agit du secteur de l'artisanat. En proie à des réformes depuis quelques mois maintenant, ce secteur sort timidement de sa léthargie et s'impose comme un incontournable dans le développement économique du Bénin. La réorganisation du secteur de l'artisanat, on en parle dans le dossier de la semaine. Mais avant, avec les confrères, on va passer au crible. Le marché de l'enseignement privé, ce secteur ouvert à la concurrence, semble sans référence régissant les prix et la qualité des services. Un modèle qui, semble-t-il, repose uniquement sur un jeu de dupes qui favorise les établissements privés. Voilà pour le condensé de cette émission. Tout de suite, on va à la rédaction pour le mini-journal. C'est une présentation de Nardège Omolade Sané. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Week Eco. L'exposition des trésors royaux au palais de la présidence de la République se poursuit jusqu'au 28 août prochain. Des visiteurs se font le plaisir de contempler les trésors royaux exposés. Une équipe de reporters s'est aussi rendue au palais de la Marina. Nos reporters ont rencontré quelques visiteurs des étrangers. Pour la plupart, le reportage est signé Ricardo Loïc Pécou et Benjamin Denayon. Elle suscite toutes les attentions et admirations. Les œuvres royales exposées à la présidence de la République continuent d'attiser la curiosité. On est venu dans le cadre d'une activité sportive et par hasard, on avait rendez-vous avec un monsieur dehors en face de la présidence et on s'est rendu compte qu'il y avait cette opportunité qui nous était offerte. On a profité pour s'inscrire sur place en ligne et nous voilà à l'intérieur. On est agréablement émerveillé de ce qu'on a trouvé ici chez vous. Je tenais à venir visiter les œuvres. Je remercie le gouvernement et le chef d'État d'avoir permis que les personnes de la diaspora puissent venir regarder ces œuvres que je connaissais déjà depuis Paris, mais je suis très fière de les voir ici aujourd'hui. Je suis fière d'être béninoise, ça donne envie de revenir. Le processus ayant conduit à la restitution de ces œuvres constitue un exemple et une source de motivation pour les autres pays d'Afrique. Il faut qu'on s'approprie notre histoire. Et le travail du président Talon, qui donc sur plusieurs axes, mais aussi sur celui de l'art et celui de nos pièces, je pense que c'est assez important. Parce que ça montre que nous avons aussi une identité, nous avons une histoire à raconter et qu'elle est aussi belle, non connue des autres. Et bon, je suis déjà venu, j'ai appris plein de choses. Je trouvais que c'est vraiment magnifique, c'est une bonne approche. C'est une bonne chose. Ça montre vraiment ce que le président actuel béninois a fait. C'est un geste courageux et ça soit un truc que beaucoup de présidents africains doivent faire. Et puis c'est quelque chose que nos enfants, nous-mêmes, doivent savoir de l'histoire, non seulement béninois, mais aussi africain. L'exposition des trésors royaux au palais de la Marina se poursuit jusqu'au 28 août prochain. Encore quelques jours donc pour se connecter à l'art béninois. Si les périodes de vacances sont pour les apprenants des moments propices au repos et au loisir, c'est également une période où sont organisés des cours de remise à niveau. Ils ont pour vocation de renforcer le niveau des élèves qui rencontrent des difficultés ou des problèmes de compréhension dans certaines matières. Une manière de préparer la prochaine année scolaire. Sabira Tawo et Elvis Tiakwe se sont rendus au complexe Saint-Michel de Cotonou pour comprendre l'importance des cours de vacances. Nous sommes ici au complexe scolaire Saint-Michel de Cotonou. Il est 11h40 en cette matinée du lundi du mois d'août. Ce n'est pas encore la rentrée des classes, mais l'ambiance est au cours d'anglais.
ça suscite pas. Avec une moyenne de plus de 17 sur 20, Kefat passe en classe de 5e. En lieu et place du repos, il profite de ses vacances pour faire des cours de remise à niveau, autrement, les cours de vacances. Je fais les cours de vacances car ça me permet de voir le programme de la 5e, de me familiariser avec ça. Et les premiers cours, je pourrais les connaître pour bien travailler au premier trimestre. Pendant les cours de vacances, on fait des interrogations, on fait des mini-devoirs. Les professeurs nous apprennent beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. À la rentrée, les leçons et tout, nous, on aura déjà vu ça au cours de vacances. On pourra répondre plus facilement aux questions. Se mettre à niveau afin de mieux affronter la prochaine année scolaire, c'est donc l'objectif de Kefat et ses camarades. Un but que visent également enseignants et parents d'élèves. Le cours de vacances, premièrement, prépare l'enfant à affronter la classe dans laquelle il passe, la classe qu'il va effectuer l'année suivante. Deuxièmement, les cours de vacances lui permettent donc, sur le plan pédagogique, déjà d'être familiarisé aux premières notions qu'il va devoir affronter dans la classe supérieure qu'il va faire. Les cours de vacances sont désormais devenus une tradition pour les parents et les enseignants en cette période de repos. Cependant, les spécialistes conseillent une approche pédagogique plus spécifique, adaptée aux besoins de chaque enfant. On pourrait encourager les cours de vacances en ce sens où cela apportera un plus à l'apprenant qui a connu des difficultés l'année scolaire précédente ou l'apprenant qui n'a pas un très bon niveau. Et là, j'encouragerais mieux les cours de renforcement à la maison plutôt que les cours de vacances, globalement pour tout le monde. Parce que lorsque l'enfant a connu des difficultés, par exemple, et qu'on voudrait relever son niveau, il faut qu'on puisse le considérer dans sa spécificité. Je parle là des différences individuelles. En principe, les cours de vacances ne devraient s'appliquer qu'aux apprenants ayant obtenu des résultats peu satisfaisants. Puisque les vacances, c'est pour permettre d'aérer le cerveau, il est donc préférable de mettre à profit cette période pour faire de nouvelles découvertes et pourquoi pas faire de nouvelles activités. Nous sommes ici au complexe scolaire Saint-Michel de Cotonou. Il est 11h40 en cette matinée du lundi du mois d'août. Ce n'est pas encore la rentrée des classes, mais l'ambiance est au cours d'anglais. Avec une moyenne de plus de 17 sur 20, Kefat passe en classe de 5e. En lieu et place du repos, il profite de ses vacances pour faire des cours de remise à niveau, autrement, les cours de vacances. Je fais les cours de vacances car ça me permet de voir le programme de la 5e, de me familiariser avec ça. Et les premiers cours, je pourrais les connaître pour bien travailler au premier trimestre. Pendant les cours de vacances, on fait des interrogations, on fait des mini-devoirs. Les professeurs nous apprennent beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. À la rentrée, les leçons et tout, nous, on aura déjà vu ça au cours de vacances. On pourra répondre plus facilement aux questions. Se mettre à niveau afin de mieux affronter la prochaine année scolaire, c'est donc l'objectif de Kefat et ses camarades. Un but que visent également enseignants et parents d'élèves. Le cours de vacances, premièrement, prépare l'enfant à affronter la classe dans laquelle il passe, la classe qu'il va effectuer l'année suivante. Deuxièmement, les cours de vacances lui permettent donc, sur le plan pédagogique, déjà d'être familiarisé aux premières notions qu'il va devoir affronter dans la classe supérieure qu'il va faire. Les cours de vacances sont désormais devenus une tradition pour les parents et les enseignants en cette période de repos. Cependant, les spécialistes conseillent une approche pédagogique plus spécifique, adaptée aux besoins de chaque enfant. On pourrait encourager les cours de vacances en ce sens où cela apportera un plus à l'apprenant qui a connu des difficultés l'année scolaire précédente ou l'apprenant qui n'a pas un très bon niveau. Et là, j'encouragerais mieux les cours de renforcement à la maison plutôt que les cours de vacances, globalement pour tout le monde. Parce que lorsque l'enfant a connu des difficultés, par exemple, et qu'on voudrait relever son niveau, il faut qu'on puisse le considérer dans sa spécificité. Je parle là des différences individuelles. En principe, les cours de vacances ne devraient s'appliquer qu'aux apprenants ayant obtenu des résultats peu satisfaisants.
Puisque les vacances, c'est pour permettre d'aérer le cerveau, il est donc préférable de mettre à profit cette période pour faire de nouvelles découvertes et pourquoi pas faire de nouvelles activités. Vivre en couple n'est pas toujours facile. Il faut un sacrifice de la part des conjoints. Malheureusement, on observe de plus en plus au sein des couples des conflits qui les poussent à se séparer. Pourquoi tant de séparations dans les couples de nos jours? Quelles peuvent en être les causes et comment faire pour ne pas arriver à cet extrême? Les réponses dans ce reportage de Rodrigue Blondoumé et Marcel Bétero. Au-delà d'une comédie, c'est un fait de société qui est mis en scène. Les conflits conjugaux, source de séparation. La vie de couple de nos jours ne tient qu'au bout d'un fil pour certains. Pour d'autres, elle est considérée comme un fait banal. Mais pourquoi tant de séparation dans les couples? Il se pose un problème de fait de société, il se pose un problème d'objectivité, il se pose un problème de choix de conjoint. Donc du temps de nos grands-parents, de nos aïeux, c'est la communauté et qui gobait d'abord cette relation, qui acceptait cette relation et qui encadrait cette relation. L'amour doit être le socle du mariage. Donc la valeur fondamentale du mariage, ce n'est pas d'abord le matériel. Donc ce qui fait naître les problèmes, c'est le fait qu'on n'a pas cette notion de valeur. Il n'y a pas un conjoint parfait. Il faut savoir se supporter. Et quand deux personnes s'associent, ce n'est pas les deux personnes qui sont bonnes. Des séparations qui, sans nul doute, ont des conséquences. On sacrifie les enfants. Et nous devons savoir sauver l'essentiel. Tous ceux qui ont pris cette décision, la majorité le regrette jusqu'à ce jour. La séparation dans les couples nécessite plus de réflexion. Qu'on le veuille ou non, les parents participent à l'éducation des futurs époux. Et il faut reconnaître quand même qu'on continue d'éduquer les filles, les jeunes filles, à devenir de bonnes épouses. Mais rares sont les parents qui éduquent leurs jeunes garçons à être de bons maris. Aussi ça manque. On ne peut pas vraiment blâmer qui que ce soit. Mais on va certainement travailler à ce qu'il y ait plus de concessions. Il est donc primordial de réfléchir à des solutions pour réduire les cas de séparation dans les couples. Il faut aller à la découverte de soi, se découvrir et commencer à s'accomplir avant de rentrer dans une vie de couple. La religion a un rôle à jouer parce que beaucoup de choses sont également faites au nom de la religion. Et il faut vraiment beaucoup d'éclairage pour enseigner les jeunes couples afin que la religion ne serve pas non plus de couverture. Ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Ne zappez surtout pas. Week Eco se poursuit avec Ulvaeus Balogun. Et dans la suite logique de cette émission, vous le savez, après le mini-journal, c'est le tour de la revue de presse économique. Cette semaine, c'est Marcel Bétero qui a parcouru les journaux. Téléspectateurs de la revue économique, bonjour. Commençons ce condensé des informations économiques de la semaine par le quotidien La Presse du Jour qui titre « Nouveau modèle des services financiers décentralisés SDF, des avantages offerts aux petits exploitants ». Le directeur général du Fonds national du développement agricole FNDA, Valin Oussou, au cours d'une émission sur la chaîne nationale ORTB, a invité les exploitants agricoles à suivre le nouveau modèle de cluster pour bénéficier de l'accompagnement des sociétés financières décentralisées. Il s'agit de mettre en place les meilleures conditions d'octroi des subventions au regroupement des producteurs sans l'opposition d'une garantie. Numéro personnel d'identification, la clé d'accès aux services sociaux. La Nation, dans sa parution du 9 août 2022, met l'accent sur l'importance d'avoir son numéro personnel d'identification. Le journal mentionne que
Sans numéro personnel d'identification, pas d'identité. Le numéro d'identification figure désormais sur tous les actes officiels qui requièrent une identification de personne. Il s'agit notamment des ordonnances médicales, des actes scolaires, universitaires et commerciaux. Il serait donc la pierre angulaire de la politique béninoise en matière d'identification des personnes physiques. Prévue pour se tenir en décembre 2022, la 50e édition des Mondiaux de pétanque aura finalement lieu en septembre 2023 au Bénin. C'est le quotidien Gashkiani Info qui nous en parle. Il ajoute que c'est à l'unanimité des membres du comité exécutif de la Fédération internationale de pétanque et de jeux provincial que la décision de la tenue de la 50e édition du championnat mondial de pétanque à Cotonou en septembre 2023 a été décidée à condition que le boulodrome soit prêt pour accueillir l'événement. Chose que le gouvernement, à travers le ministre des Sports Oswald Kromeki, a promis réaliser pour la tenue de cette grande messe des boules. Fin de cette revue économique. Merci de l'avoir suivi. Merci Marcel. Nous sommes à environ un mois de la rentrée scolaire et pour les parents aguerris, ils préparent déjà la rentrée scolaire. Nous, ici, on s'intéresse à l'enseignement privé censé apporter la diversification des offres d'enseignement scolaire mais qui semble de plus en plus en roue libre au Bénin. C'est le décryptage. En plateau avec moi, deux confrères déjà installés. Marc Goudianou. Marc, bonjour. Merci d'être là. Tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. À côté de Marc, Edouard Katikbe. Edouard, bonjour. Bonjour Ilvaïs, bonjour fidèles téléspectateurs de BB24. Oui. Alors, chers confrères, comme je le disais, on va mettre un peu les pieds dans les plats de l'enseignement, de la régulation de l'enseignement privé au Bénin. On sait que le privé existe et vient un peu assurer une partie des besoins de scolarisation. Mais on remarque qu'à la veille, ou plutôt à chaque rentrée scolaire, il y a une disparité dans le fonctionnement des écoles privées, notamment dans la fixation des frais de scolarité, ce qui n'est pas le cas dans le secteur public où tout au moins on sait que l'État a un droit de regard. Alors, à votre avis, l'éducation au Bénin, on va commencer par Edouard, prend aujourd'hui une marchandisation, une sorte de marchandisation, notamment l'enseignement privé. Alors oui, et effectivement, Ulvaïs, ce que vous venez de décrire, effectivement, c'est la situation. D'abord, tout part déjà de l'autorisation qui est accordée aux établissements. Vous savez, il y a des tests qui réglementent la chose. Avant qu'un promoteur ne décide de créer une école, il doit pouvoir déposer des dossiers au niveau, en fonction du sous-secteur, que ce soit du MAMPA ou du ministère de l'enseignement secondaire. Enseignement maternel et primaire. Voilà, enseignement maternel et primaire. Donc, les dossiers sont déposés. Les promoteurs, quand ils décident, par exemple, de créer une école, ils déposent les dossiers au niveau des structures compétentes du MAMP, par exemple, si je prends l'enseignement maternel et primaire, et qui, au niveau des directeurs, des directions départementales des enseignements qui doivent aller sur le terrain pour voir si les écoles ont mis en place vraiment ces infrastructures exigées par le QF qui est l'école de qualité fondamentale. En fait, c'est ça qui réunit les mesures qui doivent régir voilà, une éducation de qualité. Mais il se fait que certains chefs d'établissement, c'est vrai, l'équipe vient contrôler et tout, jusqu'à ce qu'ils obtiennent l'autorisation du Conseil consultatif national, qui est l'organe habilité à octroyer directement l'autorisation d'ouverture. Mais c'est vrai, disons, un établissement décide par exemple, ou un promoteur décide par exemple d'ouvrir une classe de 6e. Il doit normalement adresser à nouveau un courrier d'extension. Et le CCN va valider pour lui accorder. Mais ça ne se fait plus. Les établissements, par exemple, ils décident l'année prochaine, il
ils n'adressent pas l'autorisation, ils ouvrent la classe de 6e, peut-être l'année qui va suivre également la 5e, et ça s'installe. Et pourquoi cela continue? Parce qu'entre-temps, quand l'équipe effectue la descente sur le terrain pour constater, ils ne reviennent plus sur le terrain. Donc, les établissements sont laissés à eux-mêmes et ça continue comme ça. Alors justement, Marc, Edouard fait bien de mettre le point sur l'absence de régulation et même l'absence de contrôle. Alors c'est devenu carrément l'enseignement privé au Bénin, on va dire, hein, au regard de la lecture ou de l'état des lieux fait par Edouard. On se rend compte que c'est un secteur un peu laissé pour compte. Merci. Peut-être que j'abuse. Hein. Bon, oui, je ne dirais pas un abus en quelque sorte, parce qu'il faut remarquer qu'en 2007, si je ne me trompe, il y a un décret qui régit, d'accord, en tout cas, les différentes formes d'autorisation que l'on peut obtenir avant de pouvoir ouvrir un établissement. Si je m'en réfère au décret 2007-279 du 16 juin, d'accord, c'est un décret qui régit le fonctionnement, d'accord, et de l'enseignement général quand même au Bénin. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est dans la mise en application, d'accord, de ces réformes-là, de ces lois-là qui posent problème, parce que pour pouvoir mettre en application, il faut les ressources humaines qualifiées pour le faire. Lorsque les inspecteurs vont, par exemple, sur le terrain, il y a un certain nombre de critères qu'il faut respecter. Est-ce qu'ils tiennent compte réellement de ces différents critères avant de pouvoir donner l'autorisation aux établissements? Et tout comme Edouard l'a dit, est-ce qu'ils reviennent encore vérifier si les établissements sont réellement en conformité avec ce qui est écrit ou bien ce qui est exigé d'eux par la loi? On remarque que ce n'est pas du tout le cas. Il y a tout un désordre qui s'observe dans le milieu, par exemple. Et les chefs d'établissement ou les promoteurs qui ont le désir, par exemple, de pouvoir ouvrir ces genres d'établissements, par exemple, ils surfent sur, en tout cas, la régularité ou la qualité du service qui doit être fait par les différentes structures qui sont habilitées à donner l'autorisation. Ce qui fait que lorsque je dois adresser une demande et que je vais faire ma demande de façon normale et qu'on me dit, d'accord, on viendra vérifier avant de vous donner l'autorisation, la personne attend, les inspecteurs par exemple, 1 an, ils ne passent pas. Il va relancer encore, il attend encore, ils ne viennent pas. Voilà qu'il a déjà, par exemple, peut-être fait des prêts, d'accord, pour faire des investissements lourds, d'accord, pour pouvoir mettre en place cet établissement-là. Alors, il se dit, mais bon, ok, comme ils ne viennent pas, je vais ouvrir en attendant le temps qu'il peut-être ait le temps de pouvoir passer, pour pouvoir contrôler réellement ce qui est fait. Et évidemment, c'est ce qui fait que dans plusieurs régions, vous allez voir des établissements qui sont créés, soit ils n'ont pas du tout d'autorisation, ou bien soit ils vont se rapprocher d'autres collègues qui ont des établissements, qui ont d'agréments, et ils utilisent leur numéro et pour se mettre sous ces établissements-là afin de pouvoir exercer illégalement. Mais dans un secteur comme l'éducation ou la qualité quand même, hein, la qualité de mise, est-ce que ce genre d'attitude peut être toléré? Normalement, non. Normalement, c'est vrai que les problèmes qui gangrènent l'enseignement ne se limitent pas seulement à cela, d'accord? Parce qu'il faut dire que c'est les enseignants qui assurent la relève. C'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui, même en train de parler, d'accord? Donc, du coup, il y a un accent particulier qui doit être mis sur les autorisations, la qualité de l'enseignement qui doit être donné, le suivi, d'accord, et le rendement des apprenants. Alors, Edouard, vous avez bien planté le décor en relevant la nécessité d'avoir des autorisations avant de créer des écoles. Mais au-delà, on observe même que dans la fixation des frais de scolarité, là encore, il y a une grosse disparité qui s'observe. À votre avis, c'est dû à quoi? Vous savez, dans le public, il y a des frais standardisés qui sont appliqués aux établissements, aux écoles comme aux collèges dans le public. Ce qui n'est pas le cas au niveau du privé. Puisque là-bas, c'est les promoteurs qui ont investi, c'est eux qui gèrent tout à la limite. Donc, les promoteurs, qu'est-ce qu'ils disent souvent? Ils avancent comme raison pour justifier un peu ces frais exorbitants-là et qu'ils font payer aux parents. Ils se disent que, bon, comme dans le public, il y a des subventions, l'État accorde des subventions aux écoles publiques, ce qui n'est pas le cas chez eux. Et puisqu'ils doivent gérer
tout ce qui concerne l'amortissement des investissements qu'ils ont fait en infrastructure. Et il y a également la qualité des enseignants qui sont là, ils doivent gérer tout ça. Ça fait que les charges sont tellement énormes à leur niveau et ils sont obligés d'appliquer ces frais. Surtout que les subventions ne viennent pas à leur niveau. Mais est-ce que c'est une raison suffisante pour le faire? Parce que là, l'éducation, on sait que c'est un droit fondamental. Tout enfant béninois, en tout cas, a le droit d'être éduqué. Alors, dans un contexte où le privé est là pour accompagner le public, est-ce qu'on peut se permettre ici, moi je ne peux pas me permettre de créer une école, de mettre les frais de scolarité à 100 000 francs. Vous créez, vous mettez chez vous à 80 000. Marc crée et met chez lui à 180 000. Cette disparité-là, à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas avoir des tests pour dire, voilà, quand vous avez créé une école, ça doit respecter des critères, et suivant ces critères, voici le prix qu'il faut payer, un peu comme cela se fait dans d'autres secteurs, notamment dans le secteur de l'habitation? Il faut vraiment qu'on en arrive là. Et vous savez, on a déjà planté tout à l'heure le décor par rapport à la régulation. C'est parce qu'il y a il y a un laisser-aller au niveau de l'État. D'accord? C'est déjà là qu'il faut sévir déjà. Et quand vous prenez par exemple l'EPES, dans les EPES, par exemple, les établissements privés d'enseignement supérieur, vous savez, il y a un effort qui est fait à ce niveau. Chaque année, par exemple, nous avons la Direction générale de l'enseignement supérieur qui descend sur le terrain et les établissements qui ne sont pas en règle, on passe directement à leur fermeture. Dans les autres sous-secteurs, les deux sous-secteurs du secondaire et le primaire, ce n'est pas le cas. Ou même si c'est le cas, c'est de très rares fois. Alors, très rare de voir vraiment ces équipes du ministère descendre sur le terrain et procéder à la fermeture des écoles. Donc, il faut sanctionner d'abord, il faut que l'État prenne. Après ça, on pourrait maintenant fixer des taux. Par exemple, dans le supérieur, vous savez, les établissements, même s'il n'y a pas de décret qui fixe vraiment les frais, mais nous savons qu'à ce niveau-là, c'est beaucoup plus réglementé. C'est parce qu'ici, la réglementation manque. C'est ça qui a favorisé tout ce que nous avons. Alors, avec les réformes qu'on observe déjà dans le secteur de l'enseignement, aujourd'hui, on peut espérer que peut-être ce secteur, en tout cas le privé, secondaire et primaire, soit mieux encadré. Alors, dans un contexte où on observe une certaine ou cette marchandisation de l'éducation aujourd'hui, est-ce que cela ne contribue pas à rendre l'accès à l'éducation plus difficile? Bien sûr, Loïs. Lorsque vous êtes dans un milieu comme, je prends juste comme exemple la zone de Cotonou à Bomé-Calavi par exemple, où on sait que les établissements publics, d'accord, sont déjà surpeuplés, d'accord. Vous voulez par exemple vous voulez que votre enfant par exemple ait accès à une éducation de qualité par exemple, vous êtes obligé d'y mettre les sous. Sans quoi, vous irez mettre votre enfant dans un établissement public où il va faire le CI, où il aura un effectif de 120, d'accord, apprenant. Voilà, il aura du mal à pouvoir bien assimiler parce que même l'encadreur ne pourra pas très bien donner ce qu'il veut donner à ces enfants-là. Alors, le problème, ça amène alors le problème de l'ouverture des établissements privés qui apportent quand même un appui au secteur public. Mais dans cet appui qu'ils apportent au secteur public, c'est qu'il faut voir que ils misent beaucoup plus sur le côté financier, d'accord, que sur le côté éducatif qui devait être quand même leur leitmotiv. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le rôle de l'État, d'accord, de pouvoir quand même légiférer, pour pouvoir quand même mettre en harmonie, surtout, tel que vous l'avez dit, en harmonie, les frais de scolarisation. Parce que lorsqu'ils ne mettront pas en harmonie les frais de scolarisation, vous allez voir tout le désordre qui se fait. Où vous avez donné l'exemple tout à l'heure, où un établissement à 120 000, l'autre à... Mais on peut justifier cela d'une autre façon, par exemple. Je suppose que c'est un établissement qui est primaire et secondaire, mais qui est un établissement bilingue, par exemple. Vous ne pouvez pas lui demander, par exemple, de mettre les frais de scolarité au même coût que quelqu'un qui a un établissement qui n'est pas bilingue. Ça, c'est un exemple. Le second exemple, lorsque vous voyez, par exemple, l'investissement que le promoteur a fait pour construire le local, d'accord, la qualité des enseignants qu'il a, d'accord, et l'absence de l'État à pouvoir les soutenir, d'accord, vous allez comprendre que parfois certains promoteurs sont dans l'obligation, par exemple, de monter légèrement le prix, d'accord, mais ce qu'on recherche en réalité, c'est la qualité de l'enseignement que l'on recherche beaucoup plus.
d'accord, et non tout le confort qu'il faut pour, en tout cas, l'apprenant. C'est vrai que pour certains établissements, vous allez constater par exemple que, peut-être je donne juste un exemple, hein, pour les classes de CI par exemple, d'accord, il dit que lui, dans son établissement, il ne prend pas plus de 20 apprenants au CI, d'accord. Alors, lorsqu'il décide comme ça, il sait ce qu'il recherche comme qualité, d'accord, dans ce que en tout cas, l'enseignant va apporter aux apprenants. Et dans ce type de contexte, par exemple, soyez sûr que lui puisse quand même élever un peu le taux de scolarité à son niveau pour pouvoir quand même essayer de jongler les charges qu'il a. Et là, vous allez constater également que dans le rendement, à la fin des examens, vous allez constater que ces écoles donnent de meilleurs pourcentages, ne nous leurrons pas. Mais on est d'accord. Ne nous leurrons pas, parce que quand ils donnent de meilleurs pourcentages, ça veut dire que la qualité de l'enseignement est un peu élevée à ce niveau. Et lorsque la qualité de l'enseignement est élevée, ça veut dire que les enseignants sont plus motivés à donner le meilleur d'eux-mêmes. On est Alors, d'accord. dans tout ce climat, parfois, c'est entre le marteau et l'enclume. D'accord? Parfois, c'est entre le marteau et l'enclume. Il faut que les dirigeants, eux, à leur niveau, jouent leur rôle. C'est vrai qu'il faut établir des lois, d'accord, pour pouvoir quand même réguler un peu la chose. Mais, tel que Edouard l'a dit, c'est qu'il faut que peut-être que lorsque vous respectez tel critère, d'accord, vous ne devez pas dépasser tel seuil. Lorsque vous respectez tel critère, vous ne devez pas dépasser tel seuil. Et il faut que les inspecteurs aillent sur le terrain pour vérifier si effectivement tel établissement, en mettant en place telle infrastructure, en mettant en place tel type d'enseignants qui sont bien encadrés, qui ont une bonne formation, ils peuvent quand même mettre leur taux à tel niveau. Vous voulez réagir, Edouard? Oui, et par rapport, d'abord même, quand nous prenons des établissements, il y a des établissements privés, ils ont rempli les critères. Mais après, ce n'est plus le cas. Ils recrutent par exemple... les gens qui n'ont pas le niveau. Marc l'a dit tout à l'heure, il y a un minimum qui est exigé, de diplôme qui est exigé. Par exemple, quelqu'un qui a le BPC ne peut pas enseigner dans une école primaire. Vous voyez. Mais pourtant, ça demeure. C'est toujours le cas aujourd'hui. Les promoteurs le font parce qu'ils estiment que, bon, en le faisant ainsi, ils vont pouvoir sous-payer les enseignants et pouvoir faire des profits. Vous voyez, donc, dans tout le lot, il y a quand même des écoles privées qui vraiment en font trop, quoi. Vous savez, ils en font trop. Au-delà même de ces frais, il y a également ces services connexes qui sont offerts ou carrément qui sont obligatoires quand vous mettez votre enfant à l'école. On vous oblige, par exemple, les TD, on dit dans le privé, c'est obligatoire, vous devez payer, en plus d'avoir payé déjà les frais de scolarité, vous devez payer les frais pour la cantine, les frais... Alors, tout ça, c'est... Oui, effectivement, il y a tellement de frais également. C'est vrai qu'il y a même des parents qui sont surpris de découvrir après qu'il y a des frais connexes. Parce qu'au départ, quand ils viennent inscrire leurs enfants, on ne leur dit même pas que ces frais-là existent. Et c'est au cours de la rentrée scolaire qu'on les informe de ces frais-là. Et vraiment, tout ça pèse sur les parents. Mais il faut que les parents aussi ont également leur rôle à jouer. Il faut que les parents arrivent eux aussi à dénoncer. Vous savez, il faut qu'ils arrivent aussi à dénoncer, à exprimer également leur ressentiment par rapport à cette situation-là. Qu'est-ce que vous aurez souhaité que les autorités fassent pour réguler le secteur d'enseignement privé? Oui, la régulation d'abord, c'est par rapport à l'autorisation. L'autorisation qui est donnée aux établissements privés. Il faut d'abord qu'il y ait du sérieux d'abord au niveau de l'équipe qui descend sur le terrain pour faire le contrôle. Tout part de là déjà, avant d'aller au niveau du Conseil consultatif national. Puisque le Conseil consultatif national tient compte des rapports qui ont été adressés, qui sont adressés au niveau, voilà, et tout. Donc si ça fausse là-bas, si on va dans les écoles, comme Marc l'a dit, il y a des copinailles dans ce domaine-là. Vous voyez, ils vont, par exemple, avant, si je prends par exemple au niveau du primaire, il est exigé par exemple la mise à disposition, ou bien les promoteurs doivent disposer d'un terrain de sport, par exemple, vous voyez, avant de pouvoir demander une autorisation pour la création d'une école. Mais ce n'est pas le cas, par exemple, mais pourtant les rapports sont envoyés, on continue. Donc il faut d'abord un suivi là. Maintenant, il faut que la régulation suive. Il faut que les CRP, c'est vrai qu'ils sont tellement occupés, quoi, CRP? Les chefs de région pédagogiques et les conseillers pédagogiques qui constituent le corps de surveillance, voilà, ou de suivi de ces étapes. Il faut que ces gens-là puissent effectivement jouer également leur rôle. C'est vrai qu'ils sont tellement pris au niveau des
écoles et collèges publics qu'ils n'arrivent vraiment pas à couvrir. Mais il faut qu'ils fassent, ou bien il faut que l'État augmente le nombre qu'il faut pour que effectivement ce suivi-là soit effectif. Parce que si ça ne se fait pas, alors là, les promoteurs vont toujours surfer sur ces insuffisances-là et les parents seront toujours les perdants. Alors Marc, je vous donne également quelques minutes pour conclure sur ce que vous aurez souhaité qui se fasse pour mieux réguler le secteur. Je crois que la première des choses, d'abord, on ne peut pas fonctionner sans mettre des lois et des tests en vigueur qui puissent quand même, en tout cas, contrôler et mieux gérer la situation. Il faut que l'État puisse penser à comment mettre des lois qui puissent quand même permettre à ce qu'il y ait un équilibre, d'accord, au niveau des coûts, au niveau de l'enseignement primaire et au niveau de l'enseignement privé. Et le faire, c'est à eux de savoir, en tout cas, à quelles dispositions il faut mettre dans les différents articles pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait également un contrôle régulier. S'il faut même décentraliser, d'accord, le travail qui doit se faire au niveau de la création de ces établissements, au niveau du suivi de ces établissements privés, il faut peut-être alors créer quand même une structure, d'accord, une structure, voilà, particulièrement, ça peut être même une structure qui serait semi-publique, qui va même peut-être contrôler les actions de ces établissements-là. Parce qu'on sent qu'il y a un manque, il y a un sous-effectif au niveau des ministères, et ce qui ne permet pas d'avoir un suivi rigoureux au niveau de ces établissements-là. Et pour finir, je crois que nous sommes, même que ce soit promoteur d'établissement, que ce soit inspecteur au niveau des ministères, nous sommes tous parents. Alors que nous sommes tous concernés. Même lorsque vous ne le faites pas aujourd'hui, la même chicotte viendra vous frapper tôt ou tard. Espérons que cette chicotte ne nous frappe pas et que des mesures hardies soient très vite prises. Merci, cher confrère Marc Goudianou. Merci pour ce décryptage. Edouard Kachikwe, merci également pour ce décryptage et pour votre apport. À présent, on installe le dossier de la semaine. D'action du gouvernement, deuxième génération, d'accompagner, de former, de professionnaliser les artisans béninois. Une volonté manifeste de faire de l'artisanat un des leviers du développement économique du pays. On suit cet élément et on revient en plateau pour parler des réformes dans le dit secteur. Vous voulez commander encore? D'accord. Combien de sacs? 100 sacs? Dame Atta est une tisserande. Elle est dans le métier depuis plus d'une vingtaine d'années. Comme elle, nombreuses sont ces femmes qui exercent le métier de tissage artisanal. Communément appelé macramé, ce métier consiste à nouer des fibres de toutes sortes et ce, uniquement à l'aide de leurs 10 doigts. Quand tu achètes le fil, on vient, on découpe les fils. On commence à faire les petits nœuds, on fait les bras. D'abord, on fait les petits nœuds. On commence par faire l'agencement jusqu'à l'obtention de notre sac. On fait les nœuds. Quand on finit, on commence par les engencer sur le bras. Ces femmes ne confectionnent pas que des sacs. Elles fabriquent aussi beaucoup d'autres objets. On peut fabriquer des sacs, des lits picots, les fauteuils, les pots de fleurs. On fait le sac à main des femmes. On peut faire une pochette, on peut faire le sac à dos des écoliers, on fait des chaises, on peut faire le divan, tout ça là avec le fil. Dans l'exercice de ce métier, elles sont souvent confrontées à des difficultés qui émoussent l'ardeur de certaines d'entre elles. Ça fait très mal aux doigts. Ça fait trop mal à la main. Des fois, il y a des moments qu'il faut ça jusqu'à... Les mains sont... blessés. Le métier de tissage artisanal ou macramé aide la majorité de toutes celles qui s'y adonnent à subvenir à leurs besoins. Ce métier nourrit l'homme. Grâce à ça, nous arrivons parfois à payer le loyer. Nous arrivons à subvenir à nos besoins. Je sais ce que j'ai trouvé dedans. Ça nourrit mes enfants, ma famille, mon foyer. Ça m'aide à aider mon mari. Cette technique de tissage qui existe depuis des lustres est aujourd'hui associée au loisir. Pourtant, elle est à l'origine de nombreux objets décoratifs qui servent à ressortir la beauté des œuvres d'art.
Et voilà, on parle de l'artisanat, du secteur de l'artisanat, dont l'objectif aujourd'hui, avec les réformes entreprises par le gouvernement, est de professionnaliser. Et pour en parler, on reçoit sur ce plateau Elodie Djong-Sousa. Elle est la présidente du collectif des artisans de la zone 4. Zone 4, entendez, le 11e, le 12e et le 3e arrondissement de Cotonou. Madame, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Et pour m'accompagner dans l'entretien ce matin, Arnaud Adadia. Arnaud, bonjour. Bonjour, Ulvaïus. Alors, le décor est planté. Nous savons qu'au Bénin, nous avons 4 millions d'artisans et qu'après l'agriculture et le commerce, c'est l'artisanat qui suit automatiquement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le secteur artisanal suscite une grande attention? Le secteur de l'artisanat suscite vraiment de grandes attentions parce que nous savons tous que l'artisanat est le début et la fin de la vie de quelqu'un. Et si c'est comme ça, je crois que l'artisanat devrait être vraiment placé sur un pan vraiment intéressant. Et c'est ça que le gouvernement actuel a compris et a mis en place beaucoup de réformes pour quand même sortir l'artisanat vraiment de l'ornière. Vous disiez tantôt que l'artisanat est le début et la fin. Qu'est-ce que vous y mettez? Je dis ça parce que sans l'artisan aujourd'hui, vous-même en tant que journaliste, vous ne pouvez pas venir sur le plateau parce que c'est l'artisan qui vous a habillé, qui vous a coiffé. Même le repas que vous mangez, s'il n'y a pas l'artisanat, il n'y a rien de tout ça. Donc sans l'artisan, je crois qu'il n'y a pas de monde. Merci. C'était cette précision que je voulais. Oui. Arnaud? Alors, moi, ce qui me préoccupe actuellement, c'est que depuis quelque temps, on entend parler de réformes dans ce secteur-là. Qu'est-ce qui explique la nécessité d'une réforme dans le secteur de l'artisanat? Oui, c'est simple, je crois, parce que, tel que je viens de le dire, l'artisan est très important. Mais est-ce que c'est parce que le secteur était délaissé qu'il faille aujourd'hui réformer? Parce qu'on a un peu comme l'impression que les artisans, il en existe de part et d'autre, et qu'il n'y a pas une association un peu... Ils ne sont pas vraiment bien contrôlés. C'est peut-être ça qui a nécessité, ou plutôt qui nécessite les réformes, comme le demande mon confrère. Je peux dire que le secteur était un peu délaissé. Et aujourd'hui, ça fait que chacun, en tant qu'artisan, chacun vit dans son coin. Ça fait que l'évolution de nos branches, de nos différentes branches, ne prend pas comme ça doit prendre. Voilà. Donc, pour éviter ce genre de choses et permettre à tout le monde, tous ceux qui se disent artisans, de se sentir vraiment à l'aise dans leur métier, que le gouvernement en place, que je remercie au passage, a vu juste qu'il faut quand même réformer le secteur pour que chaque individu qui se dit artisan se sente considéré. Voilà le mot. Alors, le secteur de l'artisanat suscite une préoccupation. On est d'accord. C'est tellement bien conscient qu'on a la main sur les artisans, mais qu'est-ce qui explique alors encore un recensement de ces artisans? Est-ce que ce n'est pas un recensement de plus? Non. Nous sommes dans un pays et il faut quand même que les artisans, que l'État sache quand même combien d'artisans il se trouve qu'il y a dans son pays. Et je crois que c'est ça qui a amené le gouvernement à initier le recensement. Et aussi, dans les réformes, le gouvernement a souhaité mettre en place la chambre des métiers. C'est pour ça qu'on se dit qu'on était délaissé. Parce qu'il y a la chambre de commerce, il y a la chambre de l'industrie, mais l'artisanat n'a pas vraiment, on n'a pas notre chambre de métier en bonne et due forme. Il y avait Lucie Mbé qui répondait un peu, mais aujourd'hui, je crois que cette chambre de métier veut être une réalité
dans le milieu artisanal parce que le recensement qui est fait nous a permis quand même de faire les élections de nos 80 élus consulaires qui vont siéger pour la Chambre des métiers. C'est vrai que les représentants ne sont pas encore choisis, on ne connaît pas encore le directeur ou le président de cette Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Mais moi, je m'en vais vous demander, avant tout cela, quels sont les intérêts de ces réformes? Nous avons grand intérêt dans ces réformes parce que ça nous permet, comme je l'avais dit tantôt, ces réformes ont fait que chaque artisan se sente heureux d'être artisan aujourd'hui. Quand on prend la chambre des métiers de l'artisanat aujourd'hui, c'est vrai que ça vient régler un problème, mais de façon précise, quel est le problème que cette chambre vient régler? La chambre que vous avez, en tout cas que le gouvernement a décidé de mettre en place de concert avec les artisans, vient régler quel problème? On peut dire que la chambre de l'artisanat qui est en train d'être mise sur pied aujourd'hui va nous aider beaucoup parce que nous, artisans, nous avons besoin de renforcement de capacité. Parce que c'est ça qui va nous permettre d'être plus professionnels sur le marché. Et cette chambre de métier va nous aider en tant qu'artisans à avoir ces genres de renforcement de capacité qui étaient déjà mis sur place par le projet H. Mais je pense que l'installation de la chambre, parce que le projet H, ce n'est pas seulement les artisans qui sont concernés, mais là, c'est les artisans avec la chambre de métier qui connaissent nos besoins. Là, ce sont des gens qui sont bien placés pour nous aider à avoir ces renforcements de capacité qui vont nous permettre à être plus professionnels sur le marché. Et nous, artisans, n'avons pas, quand vous êtes artisan, que vous travaillez pendant quelques années, que vous êtes fatigué, l'artisan devient malheureux. Mais avec les... Il n'y a pas une retraite. Il n'y a pas une retraite. Okay. Il n'y a pas d'assurance maladie. Or, nous, artisans, on vit au jour le jour. Mais avec ces réformes qui sont sur place aujourd'hui, je crois que l'artisan va se sentir plus heureux dans sa peau d'artisan. Même quand vous êtes fatigué, vous savez que vous avez quand même la retraite qui vous attend comme les fonctionnaires. Donc cette considération que l'État actuel donne à l'artisan nous va droit au cœur, je pense. Si tu le permets, Ulvaïs, nous devrions rappeler à nos auditeurs que le projet H, c'est l'assistance... L'assurance. L'assurance, bien sûr, pour le renforcement du capital humain. Madame, tel que décliné, les objectifs, les réformes, est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui qu'un nouveau jour vient de se lever pour l'artisanat béninois? Vraiment, un nouveau jour vient de se lever pour l'artisanat béninois parce qu'aujourd'hui, l'artisan se sent dans sa peau avec ces réformes-là. Et à voir ce que le gouvernement fait aujourd'hui, l'artisan est confiant que dans les jours à venir, on va se sentir plus à l'aise. Et ça va beaucoup aider l'économie aussi. Parce que quand les hôtels, les réformes, les touristes vont commencer par rentrer dans le Bénin, je crois que l'artisan serait à l'aise. Parce que tout le monde va vouloir quand même rentrer avec des petits souvenirs, des objets d'art faits par les artisans béninois. Mais ça veut dire que quand l'artisan est à l'aise, le social retrouve sa place et l'économie retrouve sa place. Et parlons justement de l'économie qui retrouve sa place. Est-ce que vous êtes consciente qu'avec la mise en place de la Chambre des commerces et avec la réorganisation du secteur aujourd'hui, les artisans sont désormais appelés à payer... Non, les artisans sont désormais appelés à payer des taxes et des impôts, ce qui va d'ailleurs leur permettre également d'assurer leur retraite, ce qui n'était pas le cas par le passé, parce que c'est un enjeu apparemment que beaucoup semblent ignorer. Non, on ne peut pas dire que ce n'était pas le cas par le passé. C'était bien le cas. L'artisan paie toujours ses impôts. Tous les artisans ne payaient pas les impôts. Oui, parce que tous les artisans... C'est une effectivité.
Oui, parce qu'on ne savait pas. Aujourd'hui, il y a des méthodes qui font que l'artisan comprend mieux. Pour renchérir mon confrère, il y avait des artisans qui avaient leur installation dans leur maison, mais pas au dehors, mais dans leur maison, à l'intérieur, dans leur chambre. Oui. Voilà, c'est ce qu'il a voulu Parce dire. qu'il n'y avait pas les moyens pour s'installer vraiment en bonne et due forme. Mais aujourd'hui, avec les réformes, je pense que l'artisan sera vraiment soutenu pour quand même être à la hauteur de ce qu'il doit faire. Et là, si on est à la hauteur, c'est très facile de payer nos tasses. Voilà, c'est ce genre d'accompagnement que l'artisan a besoin pour être quand même à jour. Sinon, nous sommes tous conscients que nous faisons quand même 13% de PIB, et que nous devons quand même être en mesure de payer nos tasses. Nous en sommes tous conscients. Mais l'accompagnement de l'État qui va nous permettre quand même d'être au top n'était pas aussi clair. Mais aujourd'hui, tout est clair. Si l'artisan sait que quand je suis formalisé, quand j'ai mon atelier en bonne et due forme et que je demande un prêt pour me soutenir, à quand même mettre sur pied mon entreprise, mais pourquoi ne pas être à jour? Voilà le point. Avant, les artisans ne savaient pas. On n'était pas aussi informés que ça. Mais avec les réformes aujourd'hui, tout le monde, même l'artisan qui est à la maison, qui fait son panier, est informé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on prône plus la vie associative. Parce que plus vous êtes en association, ça aide les institutions à avoir confiance en vous et à vous soutenir pour relever. Là, vous parlez des groupements de femmes autour d'un corps de métier, c'est ça. Et parlant de soutien, puisqu'elle venait de l'aborder, il va falloir lui poser la question. Parlant de soutien, est-ce que vous avez appris la mise en place prochaine d'un fonds de soutien à l'artisanat au Bénin, un fonds de développement de l'artisanat? Oui, ce fonds existait toujours. C'est un renforcement? C'est un renforcement. Et ça va se passer comment? Et pour le moment, on attend l'installation de la chambre pour être un peu plus fixé de comment ça va se passer. Mais de toutes les façons, ce que nous savons tous, c'est qu'aujourd'hui, l'artisan béninois est mis à sa juste valeur. Mais que dites-vous par rapport à ceux qui fonctionnent encore dans l'informel? Ceux qui fonctionnent encore dans l'informel, je crois que tout est en train de prendre corps et tous ceux-là comprendront. Parce qu'aujourd'hui, si on comprend bien, si vous êtes dans l'informel, vous vous faites du mal. Pourquoi? Je vais donner l'exemple sur les fonds Covid dont on avait parlé. Il y a le formel, il y a l'informel. Mais ceux qui sont dans le formel n'ont pas reçu grand sou. Dans l'informel, plutôt, n'ont pas reçu grand sou. Mais ceux qui sont dans le formel, c'est eux qui ont été vraiment soutenus. Donc, c'est des exemples palpables qui montrent à toute la nécessité d'être formel dans son état. Eh bien, on va finir donc là-dessus, Arnaud Adadja. Vous avez une autre question? Bon, d'après mes enquêtes, il y a quelques artisans qui expriment des craintes. Des craintes à l'évidence que madame peut-être pourrait nous aider à anticiper, si cela était possible. Non, moi je ne pense pas qu'on a de craintes. Hein. Non, il n'y aura pas de craintes parce que les craintes peut-être, c'est peut-être si on n'est pas... Il y a quand même des craintes. Qu'il y a le fonds qui doit nous aider. Mais si on n'a pas accès à ces fonds, là, il y a problème. Mais tel que les choses se passent aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de crainte parce qu'on aura assez. Le but, c'est qu'il faut être à jour, il faut avoir ton entreprise en bonne et due forme, avoir les documents qu'on demande. Je crois que le problème ne se pose pas. Bon, Ulvaeus, je crois savoir que lorsque l'enfant estime que papa s'occupe bien de lui,
Moi, je n'aurais plus rien à dire en tant que journaliste. Donc, ainsi, je vous retourne le micro. Merci à vous, Arnaud Adadja. Madame Elodie Djong-Sousa, avez-vous un mot pour conclure cet entretien? Oui, je remercie, je vous remercie, monsieur le journaliste, et je remercie le gouvernement en place de nous considérer, de mettre à la disposition des artisans aujourd'hui, qui est en train d'être réalité, notre chambre de métier. Et ce que nous voulons, c'est que tous les réformes, assurance maladie, assurance retraite, les renforcements de capacité, les fonds qui sont mis à la disposition des artisans pour quand même que les entreprises soient bien mises en place, que ça soit vraiment fiable, que ça soit des réalités. Parce que nous sommes là, nous sommes un peu sur nos soifs, on attend toujours les réalités de toutes ces choses qui vont quand même nous faire du bien. Et nous passons par ici pour dire un grand merci à notre chef de l'État, M. Athanase Guillaume Talla. Espérons que le chef de l'État vous écoute et que ceux qui sont en charge du secteur de l'artisanat plus précisément vous a écouté et donc vous accorde une oreille toute particulière. Madame Elodie Djong-Sousa, merci d'être passée sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes la présidente du collectif des artisans de la zone 4. Zone 4, entendez, le 11e, le 12e et le 13e arrondissement de Cotonou. Voilà qui met un terme à Week Echo de ce dimanche. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj, également sur les pages Facebook de votre émission Week Echo et la page Facebook de votre chaîne, la chaîne du développement Bénin Business 24. Merci à toutes et à tous. À dimanche prochain.